mardi officiellement le 44e président des États-Unis, premier président noir de l'histoire du pays, Barack Obama, qui a appelé une nouvelle fois à l'unité du pays. Les forces israéliennes poursuivent ce lundi leur repli de la bande de Gaza. Les chars israéliens se sont redéployés aux frontières côté palestinien afin de faire face à d'éventuelles attaques palestiniennes. Pendant ce temps, la vie reprend lentement dans le territoire palestinien. Les habitants de Gazaville témoignent aujourd'hui des 22 jours de calvaire qu'ils ont vécu. C'est un reportage de nos envoyés spéciaux Sophie Claudet, Willy Brassiano, des images parfois difficilement soutenables. Les habitants de Gazaville profitent de la trêve pour venir chercher leurs morts enfouis sous les décombres. On dégage le corps décomposé d'un enfant mort depuis plus de 10 jours. L'odeur est insupportable. Le corps d'une femme est évacué. Il a été retrouvé dans les ruines de la même maison. C'est là que Salah Samouni s'était réfugié avec toute sa famille lorsqu'un obus israélien a frappé sa maison. J'ai regardé autour de moi et il y avait 27 membres de ma famille qui étaient morts. Un autre obus est tombé, cette fois dehors. Je suis sorti et j'ai vu des gens qui portaient leurs enfants, leurs parents blessés ou morts. Puis je suis allé trouver les soldats israéliens et je leur ai dit, pour l'amour de Dieu, appelez les secours. Et ils m'ont répondu, va-t'en et crève. À quelques mètres de là, Ahmed El Halou vient de retrouver les restes de son oncle. Le corps est déterré puis emmené à la morgue. Il sera enterré le jour même. Ahmed tient à nous montrer sa maison où 2 autres membres de sa famille ont été tués durant l'offensive israélienne. Avec les survivants, il a été forcé de partir. Des soldats ont réquisitionné la maison pour s'y installer. Voilà ce qu'ils ont laissé derrière eux. Et les soldats, ils dormaient où ? Dans cette chambre, qui s'était installée là. Regarde, c'est leur paquet de cigarettes. Dehors, c'est la panique. Un ambulancier palestinien appelle la population à évacuer la zone. Un char a été repéré au loin. L'armée israélienne a prévenu que son retrait de Gaza serait progressif. Je vous propose maintenant d'écouter le docteur Régis Garrigue. Il était durant toute la période du conflit à Gazaville, notamment à l'hôpital Shifa. Il est aujourd'hui à Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza. Nous étions tout à l'heure en ligne avec lui. Écoutez son témoignage. Personne, même j'ai beau être médecin urgentiste et avoir un SAMU depuis 19 ans, personne n'est préparé à voir ce qu'on a vu, à voir autant d'horreur, autant de souffrance, des corps autant mutilés. Je pense qu'il faut le rappeler, les armes de guerre, quelles qu'elles soient, sont interdites sur les civils, mais toutes les armes de guerre sont prohibées par les conventions internationales sur les civils. Et la vraie problématique, c'est celle-là, c'est pourquoi utiliser des armes de guerre sur des civils, et notamment des enfants. Donc oui, on a été très touchés. Il y a beaucoup d'orphelins. Il va falloir du temps, il va falloir maintenant, je pense, un bon moment pour faire le point exactement sur le bilan et sur les besoins dans les jours, les semaines à venir. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que les besoins des Palestiniens aujourd'hui ici à Gaza, les civils que l'on voit, ils ont besoin de liberté, de pouvoir se déplacer, d'être en sécurité et de pouvoir essayer tout simplement de vivre un peu tous les jours. Reste maintenant évidemment à trouver un règlement politique à ce conflit, tout d'abord entre Israël et le Hamas, mais également entre le Fatah et le mouvement islamiste. Alors aujourd'hui, le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, propose au Hamas de former un gouvernement d'union nationale qui organiserait des élections législatives et présidentielles. Un gouvernement d'union nationale Hamas-Fatah, il faut le rappeler, a déjà existé, mais cela n'a pas fonctionné. La crise économique, le Royaume-Uni qui est entré en récession annonce aujourd'hui un nouveau plan de soutien aux banques destiné à relancer l'activité de prêt. Il s'agit du deuxième plan du genre. Le premier n'a pas été suffisant. Alors ce plan est supérieur au premier, 50 milliards de livres, soit 55 milliards d'euros. On écoute tout de suite le Premier ministre britannique Gordon Brown. Aussi importantes que soient les nouvelles mesures d'aujourd'hui, il est clair, encore une fois, qu'aucun pays ne peut résoudre à lui seul ce qui est en réalité une crise financière internationale. À moins de nous unir pour aborder ces problèmes de façon coordonnée, le monde est menacé par une spirale préjudiciable de démondialisation. C'est pour ça qu'il faut un accord international le plus large possible. Alors ce plan britannique intervient alors que la Commission européenne annonce de très mauvais chiffres pour la zone euro. On écoute tout de suite Joachim Almunia, le commissaire européen aux affaires économiques et monétaires.
La croissance de l'Union européenne devrait reculer de 1,8%, celle de la zone euro de 1,9%, en raison principalement d'une baisse des investissements et d'une baisse des exportations. Mais la consommation sera aussi, d'après les prévisions, inférieure à zéro, donc en territoire négatif en 2009. L'emploi va diminuer de 1,6% en 2009 et va rester négatif en 2010, même si sa diminution sera moins forte qu'en 2009. Cela s'explique parce que le marché du travail réagit avec un temps de retard au ralentissement. Les chiffres de l'emploi sont encore positifs en 2008, mais vont rester négatifs ensuite jusqu'en 2010. Voilà, et puis à propos du taux de chômage, la Commission européenne s'attend à une augmentation de près de 3 points du taux de chômage qui devrait passer de 7,5% en 2008 à 10,2% en 2010. Reprise des négociations au Zimbabwe, énième négociation en vue d'un gouvernement d'union nationale. Le président sud-africain Galema Motlanthe, médiateur dans la crise, est arrivé à Harare. L'opposant Morgan Tsvangirai est également présent, tout comme le président Robert Mugabe, le président zimbabwéen que vous voyez, que vous avez pu voir à l'image. Et on parle aujourd'hui pour parler de la dernière chance. Cette information maintenant en provenance d'Algérie, où l'ancien chef terroriste du GIA appelle ses anciens compagnons à déposer les armes et à rejoindre les rangs de la société. Déclaration d'Hassan Hattab dans une lettre publiée dans le quotidien El Watam. Hassan Hattab a été arrêté, on le rappelle, il y a 2 ans par les autorités algériennes. Nous sommes à la veille d'une journée historique, la prestation de serment du 44e président des États-Unis, Barack Obama, premier président noir qui va succéder donc demain à George Bush. Une page se tourne aux États-Unis. Alors les festivités ont démarré il y a quelques jours déjà. Hier soir, un concert géant a eu lieu à Washington avec toute une pléiade de stars. Bruce Springsteen, Beyoncé, Bono. Le futur président a appelé une nouvelle fois à l'unité du pays, à l'union de tous les Américains. Le point d'orgue de ces festivités, ce sera demain, donc le 20 janvier, jour de l'investiture. Près de 2 millions de personnes sont attendues dans la capitale fédérale. Washington surveillé et de près. Alors que l'on s'affaire devant le Capitole pour que tout soit prêt pour le grand jour, les services d'ordre ne sont jamais loin. Les autorités américaines ont déployé un important dispositif. Étant donné que nous n'avons jamais eu affaire à un événement de ce type au Capitole, nous ne savons pas comment cela va se passer. L'inconnu, voilà ce qui va tenir éveillé un certain nombre de gens cette nuit-là. Mais l'inconnu, c'est aussi le nombre de personnes qui se déplacera pour l'occasion. Selon les services secrets américains, justement, 2 millions de personnes pourraient bien arpenter les rues de Washington le jour de l'investiture du président. Le record est pour l'instant détenu par Lyndon Johnson en 1965 avec 1 200 000 personnes. Les services secrets seront chargés d'assurer la sécurité du futur président. Il y aura sûrement une présence renforcée et constante sous plusieurs formes. Beaucoup de nos agents seront visibles, beaucoup d'autres ne le seront pas. 20 000 policiers et militaires ont également été réquisitionnés pour l'occasion. Les Américains n'ont pas l'air de s'en plaindre, bien au contraire. Rien n'est trop beau pour leur nouveau président. Pas même cette Cadillac blindée dernier cri, chargée de le conduire jusqu'à la Maison-Blanche. Voilà, et l'investiture du 44e président des États-Unis, un événement à suivre demain en direct sur notre antenne à partir de 15h40, heure de Paris. Fin de ce journal, à tout à l'heure, merci.